plus on est préparé, plus on va pouvoir apprendre divers aspects de l'intervention, parce que sinon on les découvre et on cherche à les comprendre, tandis que si on les a déjà compris, on va pouvoir comprendre les étapes suivantes et donc les subtilités. Le son. Mickaël. 3, 2, 1, action. Très bien. Bonjour Dr Pugin. Bonjour. Est-ce qu'avant de commencer l'interview, vous seriez d'accord de vous présenter en 2 mots? Ouais. Donc François Pugin, je travaille ici donc, à l'hôpital de Fribourg, l'HFR, dans le service de chirurgie, avec une fonction de médecin-chef adjoint. Depuis maintenant 12 ans ici comme médecin adjoint, puis depuis une année comme médecin-chef adjoint. Et est-ce que la chirurgie viscérale, ça a été quelque chose que vous avez toujours voulu faire, ou est-ce que c'est une passion que vous aviez de petit, ou c'est au fur et à mesure de votre carrière vous vous êtes dit je vais faire la chirurgie viscérale? Non, toujours voulu, certainement pas, mais en cours des études de médecine, c'est lors des premiers stages de chirurgie où j'ai commencé à plus m'intéresser à cette spécialité sans avoir à ce moment-là pris une décision sur quel type de spécialité chirurgicale, et je me suis déterminé plutôt pour la chirurgie viscérale ou digestive, liée au fait que c'est une approche très très globale de la pathologie, avec un aspect de prise en charge pré- et post-opératoire qui lui est propre, et c'est plutôt ce type de chirurgie qui m'avait finalement intéressé. Et après, à la fin des études, oui, j'ai confirmé cet intérêt. Et donc, lors de la dernière année, j'avais postulé pour une place en chirurgie. J'ai eu la chance d'avoir été retenu dans l'hôpital universitaire de Genève où j'avais fait mes études. Ils avaient débuté un programme assez structuré pour essayer de donner aux assistants à formation un plan de carrière, avec le principe était de faire 2 ans dans un hôpital universitaire en passant par les diverses spécialités, cardio-thoracique, les urgences, la digestive, l'ambulatoire et l'orthopédie, et au terme de réévaluer un groupe d'assistants et leur proposer un plan de formation avec une année ensuite B, puis être repris pour la formation en année universitaire. Donc vous avez fait vos 6 ans à l'hôpital à Genève, ou vous avez bougé un petit peu? Non, alors j'ai d'abord effectué ces 2 ans, ensuite une année à l'hôpital de Sion. Après, je suis revenu 2 ans à Genève. Ensuite, j'ai fait une année à Bruxelles, à l'UCL, pour finalement revenir après et poursuivre à Genève. C'était dans le cadre d'un échange, donc structuré, c'était très favorable. Et du coup, durant ces premières années à Genève, je pense que vous avez eu des événements qui vous ont marqué en tant que jeune assistant. Est-ce que vous pourriez en partager un ici et puis nous expliquer comment ça a un peu changé votre pratique de la chirurgie après ça? Oui, je ne sais pas si c'est un événement unique, mais c'est vrai. Enfin, durant ces 2 premières années, c'est réellement en étant en chirurgie digestive que j'ai confirmé mon intérêt pour cette spécialité-là, par le fait que c'est vrai, la prise en charge était finalement assez complexe, et le suivi également, l'indication opératoire. Une attitude qui est quand même assez différente des spécialités comme l'orthopédie ou je pense aussi la chirurgie cardiaque, où en fait les patients sont quand même pris en charge au début par les cardiologues, et puis l'indication elle est un tout petit peu différente puisqu'elle est principalement suggérée, on va dire, par des spécialités de médecine interne, tandis que de ce côté-là, je dirais, le chirurgien digestif a un peu plus d'indépendance, dans le sens où c'est quand même lui qui va décider peut-être un peu plus indépendamment. Donc voilà, mais je pense, je n'ai pas souvenir d'un événement vraiment particulier qui a changé un peu cette direction. Après, non, effectivement. C'est au fur et à mesure des stages où vous êtes, et après de l'assistanat où vous vous êtes dit, ça c'est vraiment... Et vous aviez quelqu'un qui vous suivait, quelqu'un qui vous a un peu aiguillé dans cette voie, ou c'est vraiment venu de vous? Non, j'ai pas eu un mentor spécifique, mais on avait des chefs de clinique qui étaient très expérimentés, qu'on suivait un tout petit peu comme des modèles, et les mentors qui étaient
disponibles, ouverts, qui aimaient leur profession, leur spécialité. Et je pense que c'est un peu ça qui motive, c'est-à-dire d'avoir, sans être une idole, mais un modèle. C'est une passion qui se transmet comme ça de chef de clinique à assistant. On a plus, comme assistant, on a plus de contact avec les chefs de clinique avec qui on effectue des gardes, des visites, les premières interventions. Oui, ça c'est probablement des éléments marquants, c'est-à-dire le jour où on peut faire une première intervention complètement assistée, et puis le jour où on doit la faire seul, oui, ça c'est des choses qui marquent un peu, parce qu'il y a des événements clés dans la progression. C'est principalement avec les chefs de clinique qu'on avait ces contacts rapprochés. Vous vous rappelez de votre première cholécystectomie que vous avez pu faire un peu Je seul? me rappelle, oui, mais c'était en fait la première intervention que j'ai effectuée, c'était une cure d'hernie inguinale avec une technique qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, c'était le Schuldeis. Je me rappelle aussi celle que j'ai faite seule, bien sûr. Donc voilà, c'était un petit peu de ce côté-là que mes souvenirs sont restés marqués. Concernant les nouveaux assistants ou les stagiaires qui vont commencer, est-ce que vous auriez des routines ou des stratégies d'apprentissage pour qu'ils se préparent au mieux au bloc opératoire, quand ils commencent au bloc opératoire? Vous qui avez vu beaucoup de stagiaires, d'assistants, de chefs de clinique. Si on doit se préparer pour une intervention, bien sûr, ce qui est la clé, ça va être de la connaissance de l'anatomie. Ça, il faut la réviser. Je le fais aussi régulièrement, plus pour connaître les variations de l'anatomie, mais c'est quelque chose qui est la base. Et la deuxième chose, c'est les livres qui enseignent les techniques chirurgicales. Aujourd'hui, ils sont online, disponibles. Les bibliothèques électroniques permettent d'y accéder sans restriction, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. On devait investir une somme d'argent assez importante pour avoir ces livres qui étaient au format imprimé. Si on voulait les avoir, et puis on ne pouvait pas faire des photocopies de 3 ou 5 000 pages, donc en fait on devait un peu investir. Aujourd'hui, l'accès à cette information est popularisé, gratuit, et aussi nettement diversifié. C'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est sûr que c'est un apprentissage nécessaire pour comprendre. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que plus on est préparé, plus on va pouvoir apprendre divers aspects de l'intervention, parce que sinon on les découvre et on cherche à les comprendre, tandis que si on les a déjà compris, on va pouvoir comprendre les étapes suivantes et donc les subtilités, les questions qu'on a l'occasion de poser pendant une intervention, si elles sont ciblées sur un point technique qui est peut-être discutable, ouvre un débat aussi plus intéressant que d'essayer de reconnaître l'anatomie qu'on n'avait peut-être pas suffisamment préparée avant l'intervention. Donc de bien se préparer à chaque intervention, je pense que c'est important. Il faut, je dirais, un assistant qu'il n'ait aucune peur de demander au chirurgien comment je peux me préparer ou quelles sont les sources à utiliser. La majeure partie des interventions se font minimalement invasifs, laparoscopie, suloscopie. Il existe toute une bibliothèque entre guillemets d'interventions qui ont été filmées. Il faut choisir un tout petit peu les sites, mais cette bibliothèque de vidéos chirurgicales est largement disponible et aussi très instructive. Donc oui, il faut probablement demander à l'équipe qui opère quelle source utiliser, parce que comme l'éventail est large, on peut un peu s'y perdre, mais ça implique de prendre du temps de s'investir pour la préparation de l'opération, pour en retirer un maximum d'informations. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important, de par la limitation des heures liée à la loi sur le travail. Les assistants sont moins souvent exposés à une intervention qu'à l'époque où on n'avait finalement pas de limite de temps et on se devait de faire une assistance beaucoup plus fréquemment. Donc il faut saisir l'occasion pour exploiter au maximum l'apprentissage. Vous auriez des exemples en minimalement invasif de ressources, de sites internet qui pourraient accéder, il y a un utiliser? site qui correspond à celui de la société qui est la SAGES, c'est la société américaine
de chirurgie endoscopique et qui a toute une bibliothèque et de présentation qui va discuter un tout petit peu les points clés et aussi une ressource de vidéo chirurgicale qui sont pour moi vraiment des présentations de qualité qui mettent en lumière un petit peu les points techniques ou que ce soit les indications, les divers procédés. Ça, c'est celui que je conseillerais en premier. Oui. Une dernière question pour les défis un peu des jeunes assistants. C'est quoi les défis les plus importants que les jeunes médecins ils sont confrontés quand ils commencent à l'hôpital, selon vous? La problématique reste, c'est-à-dire, et c'est un peu lié au système helvétique, c'est-à-dire comment décrocher une place de formation si c'est ce qu'on veut faire. De ce côté-là, le système suisse est un petit peu flou. Si on compare le système français ou le système belge, puisque j'étais en Belgique, les places de formation sont déterminées par un concours à la fin des études et puis en fonction du rang, on peut choisir plus ou moins. Une fois que les assistants sont dans le système, il y a beaucoup plus de garanties de formation dans le sens où il existe un programme de formation pour les assistants une fois qu'ils se sont inscrits dans telle ou telle spécialité. C'est une difficulté un tout petit peu en Suisse, c'est qu'il n'y a pas un programme de formation bien établi en chirurgie. Probablement qu'on va y arriver, il faut espérer. Un des gros travaux serait de pouvoir déterminer quels sont les besoins, et ça c'est un travail qui devrait se faire au niveau national de la Confédération. Mais par contre, si on prend une spécialité comme la gynécologie, ils ont déjà, en tout cas en Suisse romande, un programme très bien structuré avec des années déterminées en mi-universitaire, en hôpital de catégorie B ou C. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait avancer pour mieux structurer la formation en chirurgie. Ce fameux réseau qu'on parle, qui est aussi en pédiatrie, qui est aussi... Exactement. Ouais. Donc ça, ce serait l'idée peut-être, une volonté de vous de créer un réseau peut-être en chirurgie viscérale ou... Une volonté, c'est un petit peu, je dirais, une idée ou un idéal, parce que pour pouvoir faire ça, il faut que les sociétés qui gèrent les spécialités aient la possibilité de mettre ça sur pied. Ce n'est pas une initiative personnelle. Je pense que je suis de loin pas le seul à penser que ce serait une bonne chose. La difficulté est de mettre sur pied un tel programme et surtout de s'y tenir. Moi, je vous disais que quand j'ai commencé, il y avait ce projet-là qui a marché quelques années, mais malheureusement, après 3 ans, c'est pas un projet qui a pu être poursuivi parce que la collaboration entre les divers centres n'était pas suffisante pour que tout le monde, disons, s'investisse dans le même projet. Mais c'est vrai, mais je pense que cet aspect-là appartient aux diverses sociétés. Très bien. Merci, Dr Pugin. Si vous vouliez encore ajouter quelque chose, on a terminé du coup la partie mini-interview.